Donc bonjour tout le monde. À nouveau, un grand merci. Je tiens à remercier le comité organisateur pour l'invitation. Et je vais effectivement essayer de vous donner les bases de ce que c'est l'imagerie en fluorescence au vert d'indocyanine. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc brièvement, au niveau historique, vous voyez que la fluorescence a été déjà rapportée au XVIe siècle, où on a décrit l'émission d'une lumière fluorescente avec une infusion à base de lignum nephreticum liée à la présence de molécules fluorophores, donc de la matelanine, qui est un flavonoïde. Ensuite, on a rapporté le même phénomène avec les fluorites et les quinines, qui sont également des molécules fluorophores. Alors en 1965, déjà, on avait rapporté également l'utilisation de l'imagerie en fluorescence en utilisant les ultraviolets pour réaliser la détection de tumeurs au niveau de la vessie. Et plus récemment, un prix Nobel a été remis à 3 chercheurs qui ont découvert la protéine fluorescente verte qui donne la caractéristique de certaines méduses à émettre une lumière fluorescente. Alors pour revenir à ce qu'est l'imagerie en fluorescence, donc en gros l'imagerie optique ça comporte toutes les techniques d'imagerie qui vont utiliser les propriétés de la lumière pour imager les tissus. Et on peut utiliser différents types de lumière comme vous le voyez, que ce soit lumière visible, ultraviolette, du proche infrarouge. Ces lumières sont toutes caractérisées par des longueurs d'onde bien spécifiques. Alors ici, comme je vais parler d'imagerie en fluorescence à l'ICG, on parlera d'imagerie dans le proche infrarouge, c'est-à-dire des longueurs d'onde allant de 700 à 900 nanomètres. Alors qu'est-ce qu'il faut pour réaliser une imagerie en fluorescence? C'est assez simple. Il faut 3 choses. La première chose, c'est évidemment une lumière qui va permettre d'exciter le fluorophore. Deuxièmement, c'est le fluorophore qui a, comme je l'ai déjà dit, qui est une molécule qui a les caractéristiques d'émettre une lumière fluorescente lorsqu'elle est excitée. Et troisièmement, il faut un système de caméra qui va être capable de capter cette lumière fluorescente émise par le fluorophore. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, si on utilise par exemple... Si on utilise par exemple... Ah oui, c'est gentil, merci. Okay. Si on utilise le proche infrarouge pour l'ICG, elle émettra dans le proche infrarouge, mais on peut également travailler dans le visible. Et un des exemples, c'est par exemple la présence de la porphyrine dans le sang, qui est également un fluorophore et qui permet de faire de l'autofluorescence sans injection de quoi que ce soit. Alors, c'est embêtant. Alors, en ce qui concerne les fluorophores, ils sont tous caractérisés par un spectre d'excitation et un spectre d'émission assez spécifique. Donc à nouveau ici un exemple, vous avez 4 types de protéines différentes avec le spectre d'excitation et les spectres respectifs d'émission. Ça veut dire que si vous utilisez par exemple une lumière avec des longueurs d'onde allant de 350 à 400 nanomètres, vous aurez une émission de lumière entre 400 et 450 nanomètres. Donc il y a vraiment moyen de spécifiquement stimuler des molécules. Alors quand on parle de fluorophores, on a 2 types de fluorophores. On a les fluorophores spécifiques. Alors là, on a le fluorophore, donc il existe différents types qui sont en cours de développement et qu'on peut lier à ce moment-là à certains anticorps qui vont permettre de faire de l'imagerie vraiment ciblée, notamment en oncologie. Alors un des exemples, il y a déjà eu des études qui ont été publiées dans le cancer de l'ovaire avec les récepteurs folates, dans le cancer de la prostate. Et donc ça permet vraiment d'utiliser cette imagerie pour détecter des infimes quantités de tissu tumoral. L'inconvénient, c'est que, évidemment, comme vous le savez, les tumeurs sont souvent hétérogènes. C'est difficile de trouver des tumeurs qui émettent toutes un même antigène.
Et le deuxième grand problème, c'est les affaires régulatoires, c'est-à-dire que c'est très difficile d'amener sur le marché ces molécules. Et la majorité, aucune molécule n'est encore reconnue à l'heure actuelle. La majorité sont en cours de développement. Alors, quand on passe par contre aux fluorophores non spécifiques, et l'ICG en fait partie, là c'est évidemment un gros avantage, c'est qu'il est FDA approuvé depuis fin des années 50. C'est une molécule qui est donc sûre, qui est peu coûteuse et qui a les caractéristiques d'émettre dans le proche infrarouge. Alors pourquoi utiliser la lumière du proche infrarouge? Parce que c'est ce qu'on appelle la fenêtre biologique. On évite la fluorescence qui est émise par d'autres molécules dans le corps et donc on a de ce fait-là un meilleur contraste lors de l'imagerie. Oups. Alors, vous voyez que quand on regarde les applications cliniques de l'imagerie en fluorescence à l'ICG, elles sont multiples. On peut l'utiliser pour la lymphangiographie, pour la technique du ganglion sentinelle après injection péritumorale. Utiliser ces caractéristiques d'élimination exclusivement hépatique pour faire un repérage anatomique, notamment dans la cholecystectomie, pour détecter des tumeurs ou encore comme agent de contraste. Ça, c'est une des grosses indications. Alors, un autre gros avantage, c'est qu'il existe sur le marché de multiples appareils qui sont déjà disponibles en vente. Donc, à la fois pour la chirurgie laparoscopique ou la chirurgie ouverte ou la chirurgie robotique. Donc, en laparoscopie, on a surtout Storz Olympus et Stryker. Chirurgie ouverte, on a un système japonais, la PDE, la Fluoptics et le SPY. Alors, en ce qui concerne maintenant les indications, vous voyez qu'en chirurgie courante, on peut l'utiliser pour des repérages anatomiques. C'est surtout dans la cholecystectomie. Il y a un papier qui vient d'être publié début de l'année 2009 dans Annals of Surgery, une étude multicentrique qui montre que l'utilisation de l'imagerie en fluorescence permet d'améliorer la détection des voies biliaires. Et d'autre part, on peut l'utiliser également pour aider le chirurgien dans l'évaluation de la vascularisation des tissus. Donc ça, c'est très intéressant en chirurgie colorectale, avant de faire la suture, puisqu'on sait que c'est un facteur de risque. Alors, en ce qui concerne tout d'abord le premier point, donc, vous allez voir ici un système utilisant le système Storz. Vous allez voir, vous voyez, donc c'est assez facile. On clique avec la caméra, on a la vision de la vésicule, du cystique et de la voie biliaire, donc la voie biliaire principale et le cystique et la vésicule. Ce que vous voyez derrière, en background, c'est la captation du foie qui évidemment est hyper fluorescent puisqu'il capte, il élimine une grosse partie de l'ICG. Ensuite, deuxième indication, alors ici j'ai choisi un système de robotique, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai exactement les mêmes vidéos avec d'autres systèmes, que ce soit en chirurgie ouverte ou chirurgie laparoscopique. Donc ça c'est le système Firefly. Vous voyez ici donc votre côlon qui a été disséqué, on a déjà disséqué le méso, et quand vous injectez l'ICG, vous voyez en vision fluorescente le côlon qui est extrêmement bien vascularisé, et vous savez que la zone de section sera donc ici. Donc ça permet vraiment de contrôler lorsque vous, soit après avoir coupé le côlon, soit avant de couper, de décider où vous allez couper pour essayer d'avoir une suture avec un côlon qui est bien vascularisé. Alors finalement, une autre indication, mais qui reste un petit peu encore fort expérimentale, c'est l'utilisation en oncologie, d'une part pour détecter les tumeurs et d'autre part pour la détection du ganglion sentinelle. L'idée dans la détection tumorale, c'est évidemment toujours d'aller un petit peu plus loin et d'essayer d'aller au-delà de la vision humaine. Alors, tout d'abord, pour l'hépatocarcinome, ça c'est bien connu depuis de nombreuses années, ça a été rapporté il y a 10 ans maintenant par Ishizawa, où on injecte l'ICG plus de 24 heures avant l'intervention, et vous voyez qu'en fonction du type de différenciation de la tumeur, de l'HCC, vous aurez une imagerie en fluorescence assez typique. Ensuite, autre exemple, c'est l'utilisation pour la détection des métastases hépatiques. Alors là, c'est surtout pour essayer de mettre en évidence de petites lésions qui peuvent passer inaperçues à l'œil nu. Et donc, à nouveau, ça donne des images assez caractéristiques en halo. Autre indication extrêmement intéressante, c'est dans le cancer du pancréas, patients avec de très mauvais pronostics, s'ils ont des petites lésions hépatiques. Et donc, ça permet
Donc dans cette étude, vous voyez que 16% des patients avaient des micrométastases détectées au moment de l'exploration avec l'imagerie en fluorescence, et ça permet d'éviter d'opérer ces patients inutilement. Et finalement, la carcinose péritonéale, là aussi, on a montré que dans un tiers des cas, on était capable de détecter plus de lésions que ce qui était rapporté, ce qui était vu à l'œil nu. Le ganglion sentinelle, je ne vais pas vous en parler parce que mon collègue Yami va vous en parler juste après. Donc en conclusion, on peut dire que l'imagerie en fluorescence à l'ICG, c'est quelque chose d'assez facile à utiliser et qui permet vraiment d'aider le chirurgien dans certaines circonstances. Dans le futur, en ce qui concerne la chirurgie oncologique, il est fort probable qu'arriveront sur le marché, il existe déjà quelques études First in Human qui ont été publiées dans le cancer de l'ovaire, cancer colorectal, utilisant des fluorophores spécifiques qui permettront vraiment de faire une chirurgie dans une dimension nouvelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.